panel va parler de l'approche, le financement du secteur privé dans les promoteurs immobiliers. Comme on le sait, pendant très longtemps, le financement a été purement public via la SOGIFIA et la SIGOGI jusqu'au milieu des années 80. Et la crise économique et les ajustements structurels ont poussé l'État à se désengager progressivement du secteur pour laisser la place au secteur privé. Malheureusement, à ce jour, on a encore un gros déficit en termes de logement, surtout en termes de stock, on parle de 500 000 à peu près, qu'en termes de nouvelles demandes, 50 000 par an, dans à peu près la moitié juste à budget. Il est donc important qu'un financement massif soit dirigé vers les promoteurs immobiliers afin de leur permettre de répondre à cette demande et à ces déficits. Nous allons donc discuter aujourd'hui avec nos panélistes, qui sont tous des banquiers, sur leur approche au financement, sur les difficultés et surtout sur les perspectives qui permettront effectivement de répondre aux besoins du secteur. Donc, je vais laisser donc dans un premier temps nos panélistes se présenter leur institution et leur stratégie, positionnement global sur le secteur de l'immobilier en général, mais en particulier sur les promoteurs, et commencer la discussion. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Meina Gwit, je suis directrice d'une équipe de financement structuré à Ecobank. Comme il a été mentionné tout à l'heure, je couvre une vingtaine de pays sur la zone UEMOA, CEMAC, Afrique de l'Est et Afrique australe. Donc, mon équipe aide en gros à monter les dossiers de financement et à structurer les gros projets pour le compte des filiales du groupe. Et donc, on intervient sur une panoplie de secteurs, incluant l'immobilier. Alors, par rapport à notre positionnement, je vais prendre quelques secondes avant de laisser la parole aux autres panélistes. Ecobank, comme beaucoup de banques commerciales de la région, n'a malheureusement peut-être pas une stratégie très affûtée en termes d'immobilier, de financement immobilier. C'est dû à un certain nombre de raisons, surtout quand on parle de l'immobilier commercial notamment. Pour le résidentiel, c'est beaucoup plus structuré parce que le financement de l'immobilier résidentiel peut se faire au niveau des promoteurs, mais peut aussi se faire au niveau des acquéreurs quand on parle par exemple de financement d'immeubles, d'appartements qui sont mis en vente. Donc c'est beaucoup plus organisé, on a beaucoup plus de track record dans ce domaine-là. Mais avec les années, on a observé notre appétit pour le risque a un petit peu diminué malheureusement à cause de certains projets qui ne se sont pas forcément bien passés. Pas spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais vraiment à travers le groupe. On a aussi pas mal d'expositions dans tout ce qui est hospitality, dans des hôtels qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Donc aujourd'hui, la priorité pour une organisation comme la nôtre, c'est de mieux comprendre les réalités des promoteurs immobiliers aujourd'hui et intervenir avec eux de manière beaucoup plus early stage dans leur processus pour comprendre le business model sur lequel repose leur projet, comprendre la source des flux et comment est-ce que ces flux seront contractuellement sécurisés et après développer une offre de financement autour de ça. Et donc s'assurer aussi que ces promoteurs travaillent avec des partenaires techniques notamment de point qui ont un bon track record. Donc on est en train de changer un peu notre approche pour être un peu plus en début de chaîne et une réelle partie prenante du financement immobilier. Merci. Alors moi je suis Yeo Kibenyari, directeur central de l'exploitation de la Banque de l'Habitat. Alors, je représente à ce panel la directrice générale de la Banque de l'Habitat, qui aurait bien voulu donc prendre part donc à ce panel, mais il a eu un empêchement de dernière minute, et donc j'ai l'honneur donc de la représenter. Alors, au niveau de la Banque de l'Habitat, ce que je pourrais dire par rapport à notre organisation, en tant que banque spécialisée, pour donc adresser donc le secteur de l'immobilier, nous finançons en amont et en aval, respectivement, les promoteurs et les acquéreurs de logements. Pour bien donc adresser ce segment, nous avons créé
une direction dédiée à l'immobilier et aux entreprises. Cette direction comprend donc un centre de l'immobilier, une direction de l'immobilier et un département des PME. Nous n'avons pas oublié les grandes entreprises et les professionnels. Et donc cette organisation qui a été donc mise en place vise donc à prendre en charge et à financer toute la chaîne des valeurs, donc du secteur donc, du BTP, en tant que banque de l'habitat. Et aujourd'hui, la BAICI, avec la dernière réforme, on y reviendra, la BAICI donc va se spécialiser davantage sur son cœur de métier. Et donc on a prévu un certain nombre d'outils pour adresser de façon spécifique à ce secteur-là et faire en sorte que nous puissions contribuer efficacement à la réduction donc, du logement en Côte d'Ivoire. Vous le savez, le déficit en Côte d'Ivoire est très important en termes de logement. Et donc aujourd'hui, la BAICI, en tant qu'outil privilégié de l'État de Côte d'Ivoire, entend donc accompagner fortement dans le financement donc, du secteur de l'immobilier pour accroître donc ce déficit-là dans un moyen et long terme. Merci. Merci bien, Youssouf Adga, directeur général de la Banque nationale d'investissement BNI. Alors, il faut dire que, en termes de présentation rapidement, la BNI a été une banque qui s'est beaucoup investie dans les projets immobiliers depuis sa création en 1959. Donc, la plupart des grands projets initiés par l'État, impulsés par l'État, l'ont été avec le soutien de la BNI, qui était à l'époque la Caisse autonome d'amortissement. Et donc, ça veut dire que le financement de l'immobilier a toujours été au cœur, en fait, a toujours été dans l'ADN de l'institution. C'est vrai qu'après, il y a eu un petit passage à vide, un petit flottement. Et là, la BNI est de retour sur le segment parce qu'à un moment, on avait totalement arrêté le financement de l'immobilier pendant 1 ou 2 années pour faire le point déjà, une sorte d'introspection pour voir un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce que le taux de casse était tellement élevé qu'on a dû lever le pied pour essayer de revoir un peu toutes nos procédures et puis voir comment est-ce qu'on finance mieux les acteurs du marché. Je peux vous dire qu'on avait un taux de casse qui approchait quand même les 80%, ce qui est extrêmement plus qu'élevé. Quand on atteint ce niveau de taux de casse, il faut dire que là vous êtes en train de sortir du business. Et aujourd'hui, on a revu notre façon de faire. Nous sommes de retour sur le marché depuis à peu près 2 ans avec un nouveau département et des acteurs dédiés en fait, au financement de l'immobilier. Alors, ces acteurs-là, non seulement ils financent les promoteurs, mais également, en fait, c'est toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau des promoteurs, mais également, ils suivent en ce qui concerne le financement des particuliers parce qu'ils sont en relation avec notre direction des particuliers. Et depuis lors, en fait, l'activité est vraiment repartie. On a un pipeline qui est assez important parce qu'on a totalement revu notre façon de faire. Maintenant, on est avec des partenaires techniques, que ce soit des bureaux de conseil, que ce soit des experts immobiliers, mais également un pool de notaires assez efficace, etc. Donc, qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace dans le secteur de l'immobilier. Et la petite expérience qu'on a engrangé au cours de ces deux dernières années nous permet de commencer à faire quand même une bonne cartographie des acteurs sur le marché pour savoir à peu près les acteurs qui, j'ai envie de dire, fonctionnent bien parmi les promoteurs, voir un peu les constructeurs aussi qui marchent bien parce que c'est aussi cela. On regarde, lorsqu'on analyse un dossier, les principaux risques, au-delà des risques administratifs, etc., sur les documents, etc., nous regardons la qualité des constructeurs, le risque de construction, mais également nous regardons le risque de commercialisation. Donc ce sont des éléments extrêmement importants pour nous. Je pense que tout à l'heure,
mon homo Youssouf qui a réussi à parler de comment mieux gérer le risque, comment mieux maîtriser cerner ces risques-là. Déjà le cerner et puis le maîtriser. Je pense que c'est des éléments extrêmement importants pour nous et le fait de mettre en place ces départements nous permet de pouvoir mieux le faire. Nous, l'avantage qu'on a, j'avais dit la petite différence par rapport, par exemple, à Ecobank, c'est comme ils sont dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'ils ont des acteurs dédiés localement. Nous sommes uniquement sur la Côte d'Ivoire, ça nous permet de mieux cerner un peu la problématique locale. Merci pour vos réponses. On va parler maintenant de financement, de montant en tant que tel. En regardant les dernières statistiques de la BCAO, on se rend compte que le secteur bancaire ne finance qu'à peu près 2% en moyenne du secteur immobilier par rapport à tous ces financements. Les banques ont prêté 6 000 milliards de francs CFA en 2020. Seulement 120 sont partis au secteur de l'immobilier, de l'habitation. Donc 2-3% à peu près. Et c'est une tendance qui a à peu près la tendance moyenne sur les 5 dernières années. Donc ce serait bien de comprendre déjà vous, la BHCI c'est un peu différent puisque c'est votre cœur de métier, mais Ecobank et BNI, comment vous vous positionnez vous par rapport à ce pourcentage-là dans votre portefeuille et expliquer un peu les raisons pour lesquelles ce taux est si faible dans vos institutions respectives. Et pour la BHCI, on pourrait également parler un peu plus on sait que vous êtes en pleine recapitalisation, donc parler un peu des perspectives aujourd'hui pour renforcer et augmenter ce taux-là sur le marché global. On commencera par M. Guillaume pour les perspectives. Ok, merci. Alors, il faut dire qu'au niveau de la Banque de l'Habitat, en tant que banque spécialisée dans le financement de l'immobilier, on a une histoire. La BHCI a eu quand même à financer un certain nombre de programmes depuis sa création, qui demeurent certes insuffisants, mais avec le niveau donc, de ressources dont elle disposait, elle a eu à financer un bon nombre de programmes immobiliers. Alors, tel que ce que je peux dire sur les acquéreurs, on a financé un peu plus de 5000 acquéreurs de logements. Et en 2018, nous avons enregistré un projet de privatisation qui s'est mal dénoué, à tel point que la période 18-19 était une période difficile pour la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. J'allais dire heureusement que nos fondamentaux étaient solides. Et donc, au regard donc, de ces fondamentaux, les actionnaires, et particulièrement l'État de Côte d'Ivoire, est donc venu donc à la rescousse en recapitalisant la Banque de l'Habitat avec les privés. Mais aujourd'hui, nous sommes une banque à participation publique majoritaire. Et comme a dit le représentant du ministre, l'État de Côte d'Ivoire, au regard donc de ses ambitions relativement donc au déficit enregistré donc sur le logement en Côte d'Ivoire, entend faire donc de la Banque de l'Habitat son outil privilégié de financement de l'immobilier. Et dans ce cadre-là, avec le passé douloureux que nous avons enregistré, la haute gouvernance a été renouvelée en 2019. Et début 2020, la direction générale, avec la recomposition donc, du comité de direction. Et à ce niveau, 2020 a été consacré donc, pour nous à la mise en place donc, de la gouvernance. La gouvernance avec des axes bien précis. Revoir l'ensemble des procédures et autres relativement donc à la gestion des risques. Ensuite, évidemment, on sort d'une crise, on n'a pas de ressources, donc il faut gérer les frais généraux, donc réduction donc, des frais généraux. Et ensuite, le recouvrement. En 2019, avec l'avènement donc, du Canadien, on a eu à financer de grands projets pour un peu plus de 60 milliards.
Malheureusement, les difficultés ont fait que ces financements n'ont pas permis, l'ensemble des financements n'ont pas été décaissés, à tel point que la plupart de nos promoteurs immobiliers étaient donc en difficulté. Et donc il fallait donc procéder donc à des actions vigoureuses de recouvrement. Et dans ce cadre-là, nous avons initié des plans de restructuration. Aujourd'hui, avec la récapitalisation, qui nous permettent aujourd'hui d'aborder 2022 avec sérénité. Et donc nous avons de grands projets pour les populations, pour les Ivoiriens, relativement donc à notre forte contribution sur le programme de logement socio et économique qui est projeté par l'État de Côte d'Ivoire, dont nous sommes l'instrument privilégié. Et donc aujourd'hui, avec le ministère et notre direction, des outils sont en cours pour mobiliser au-delà de la récapitalisation qui a été faite, pour nous mettre aux normes des moyens suffisants. Vous savez que le logement exige donc des ressources longues, notamment en ce qui concerne donc les acquéreurs, et l'immobilier étant consommateur donc de ressources, on mobilise davantage de ressources avec un certain nombre de bailleurs pour que très prochainement, dans les 5 prochaines années, on démarre cette année, les Ivoiriens soient fournis donc, en logement. Il va donc falloir produire donc, pour nous et accompagner les promoteurs immobiliers pour la production de logements de masse. Et comme on a les ressources, je ne dirais pas le taux, mais on va accompagner les Ivoiriens à moindre coût et à un taux préférentiel. Donc aujourd'hui, la vie ici est donc fréquentable. Mieux, elle va permettre aux Ivoiriens de réaliser leurs rêves, à savoir avoir le premier ou deuxième ou troisième actif immobilier. Donc je m'arrêter là pour vous dire que nous préparons un certain nombre de produits spécifiques pour vous accompagner, pour accompagner donc les Ivoiriens dans l'acquisition de leur acquisition immobilière. À l'endroit donc des promoteurs, les chambres, les aménageurs, nous avons également conçu un produit spécifique qui permet donc à travers donc, le centre de l'immobilier, en amont, de bâtir, on va dire, le projet, le business plan des promoteurs et les accompagner pour qu'à terme, nous puissions minimiser les différents risques qui se présenteront à nous. À l'intérieur également, la Banque de l'Habitat, dans le cadre donc, de sa spécialisation, nous avons un service technique qui, en lien donc avec les promoteurs, contribue à la planification du plan de réalisation donc, de leur programme immobilier. Et donc les plans de décaissement sont faits, visités et validés, de telle sorte que, en lien avec le promoteur, à terme, on va dire son actif est modifié, embelli et qui va donc répondre donc, à son rêve. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire merci pour votre attention. Déjà, pourquoi est-ce que la part de l'immobilier est relativement faible dans le portefeuille des banques commerciales? Déjà de 1, comme on n'est pas spécialisé en immobilier, il y a un enjeu de diversification, donc à la base, c'est important pour nous d'investir dans une panoplie de secteurs. Et aussi, comme il a été mentionné, quand on a plusieurs projets qui ne se passent pas forcément bien, on prend un step back et puis on essaie de redéfinir une stratégie. Donc, il faut comprendre que la hantise du banquier commercial dans le secteur privé, c'est de se retrouver avec un actif immobilier et il ne sait pas quoi faire avec. Il n'y a rien de plus désagréable, de plus stressant que d'essayer de liquider un actif immobilier sur le marché. Donc, on fait tout pour éviter ce scénario et la structuration du financement doit être pensée pour éviter au maximum ce scénario, même si ça fait partie des garanties, des hypothèques qui sont prises dans le cadre du prêt. Et donc, oui, à un moment donné, on se retrouvait dans notre portefeuille avec plus d'actifs immobiliers que de prêts performants, sans savoir quoi faire avec, quitte à devoir créer des véhicules de liquidation. Je vous passe les détails, c'est un enfer. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là?
déjà, le secteur a évolué. Et donc notre stratégie, notre appétit pour le risque, pour le secteur évolue aussi en conséquence. Comme il a été mentionné tout à l'heure, on constate un professionnalisme des différents métiers reliés à la chaîne de valeur de l'immobilier, donc ça aide beaucoup. On voit plusieurs fonds d'investissement se créer, on voit des REIT se créer, on voit des promoteurs faire des choses qui fonctionnent dans le secteur résidentiel, commercial et souvent industriel. Donc tout ça, ça commence à se sécuriser. Oui, c'est venu au prix de promoteurs qui ont dû structurer leur financement principalement sur fonds propres ou bien sur des financements privés, mais quand on commence à avoir un track record, après, les banques commerciales peuvent déjà mieux comprendre ce qui se passe et embarquer dans la dynamique. Donc ça, c'est en train d'arriver et ça va se refléter dans notre appétit pour le risque aussi très bientôt. Le développement économique, et notamment dans des aspects logistiques et de commerce international, comme M. Cargus l'a mentionné tout à l'heure, c'est très important parce que financer quelqu'un qui fait dans de la grande distribution, qui veut diversifier en faisant des immeubles à zone 4 pour son compte personnel, c'est un peu différent que de financer une entreprise, un fonds qui a l'intention d'avoir un portefeuille d'actifs dans différents domaines, dans différentes régions. Donc l'approche n'est pas la même. Donc il y a aussi un positionnement là, à dire quel type de personnes avec qui on va travailler. Est-ce qu'on va travailler avec des fonds, des investisseurs institutionnels, des REIT, ou est-ce qu'on va travailler plutôt avec des entrepreneurs de relativement petite taille? Et donc là, je vais passer à la deuxième partie de la question, qui est la perspective en fait. Comment est-ce qu'on peut approcher le futur? Donc en tant que banque commerciale, nous, l'immobilier, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, est vraiment segmenté par domaine. On a parlé du résidentiel, du commercial et de l'industriel. Et donc, nous, on essaye de se positionner sur chacun de ces sous-segments. Et chacun de ces sous-segments ont des particularités en termes de structuration. Quand on parle de financement acquéreur pour le résidentiel, ça, c'est la chose la plus simple à faire parce que ça dépend des revenus, des salaires des individus et vous adossez le remboursement de ces prêts à leur source de revenus principale, qui est souvent un salaire. Quand on parle toujours dans le résidentiel de financement de la construction d'immeubles, là on fait une distinction entre est-ce qu'on parle de résidentiel locatif ou bien de vente d'appartements, notamment VFA, vente en état final d'achèvement. Et là, forcément, les risques sont un petit peu différents. Les dynamiques de marché sont importantes à voir parce que le potentiel locatif d'un actif varie en fonction des quartiers et des régions. Les dynamiques foncières, comme ça aussi a été expliqué, sont importantes parce que c'est bien déjà de structurer administrativement votre projet avant que les banques puissent avoir de l'appétit. Et quand on parle de vente d'appartements, les dynamiques macroéconomiques sont importantes parce que ça influence, dans un contexte d'inflation, ça influence beaucoup la demande de logement. Et on a des royautés des villes comme Abidjan, Dakar, où il y a une grosse pousser des prix dans les condos. Est-ce que la demande va suivre? Souvent oui, souvent pas. Donc c'est les dynamiques de marché qu'il faut comprendre. On essaie aussi de se positionner progressivement sur du refinancement, qui peut être une option aussi pour les promoteurs. Donc essayons de ne pas nous buter sur la construction systématiquement. Si vous arrivez à financer un projet sur fonds propres ou quasi-fonds propres, une porte de sortie est envisageable une fois que l'actif est déjà opérationnel. Donc ça, c'est des choses aussi que l'on peut envisager et que l'on considère de plus en plus. Et pour finir, je ne vais pas trop m'étaler sur l'aspect commercial et industriel parce que je pense que le public est plus résidentiel ici, mais je vais quand même dire que côté commercial, immeuble à bureau, hôtel, bon, c'est un peu cyclique, c'est un peu saisonnier. En ce moment, la saison est un peu basse, disons, on n'est pas super bullish dessus. Par contre, industriel, de plus en plus, on finance des entrepôts, des zones industrielles, parce que notamment on est aussi investi dans la chaîne de valeur logistique de manière générale, donc ça nous donne une meilleure connaissance de ce secteur-là, et l'immobilier est un des aspects de ce secteur. Voilà. Il faut dire que ce qui s'est passé, ce qui fait que les banques ont quand même moins d'appétit que d'autres secteurs sur l'immobilier, c'est simplement parce que lorsqu'on fait une analyse de risque, le risque est beaucoup plus élevé historiquement par rapport à ce qu'on constate sur d'autres secteurs.
Donc c'est aussi bête que ça, on regarde, on se dit, le secteur de l'immobilier, j'ai 80% de taux de casse, alors quand je me projette, soit j'arrête, soit je réduis mon enveloppe d'investissement sur le secteur. Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ces difficultés-là, historiques. Bon, il y a des raisons qui sont aussi propres à nos façons de financer, mais il y a aussi des raisons qui sont liées à qui on finance, comment on finance, etc. Mais il faut dire que, de façon globale, aujourd'hui, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que, en tout cas, nous, assez rapidement, on s'est positionné sur tous les secteurs de l'immobilier, que ce soit les particuliers, que ce soit l'immobilier, enfin, en tout cas les promoteurs, que ce soit l'hôtellerie, etc. Nous, on a de l'appétit pour quasiment tous les secteurs. On ne fait pas forcément en tout cas dans le secteur de l'immobilier, en fonction du type de projet qui nous est présenté. On n'a pas d'a priori sur un secteur particulier ou un sous-secteur particulier de l'immobilier. À partir du moment où on croit dans le business, nous sommes prêts à accompagner. Et cela se voit tout de suite dès la première, j'ai envie de dire, dès l'entrée en contact, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des projets déjà bien ficelés, bien établis, avec des prestataires, des partenaires de renommée ou même qui ont déjà fait les preuves. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et il y a d'autres qui viennent avec une idée de projet. Et puis bon, ils veulent que vous les aidiez en fait à structurer le projet. En général, quand c'est comme ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, nous là-dessus, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a mis, en 2021, on a mis quand même beaucoup d'argent dans l'immobilier, aussi bien dans l'hôtellerie, mais également dans l'éducation. On a mis de l'argent dans l'éducation, mais également dans les projets de promoteurs privés, relativement connus de la place. Donc, là-dessus, nous, au niveau de la BNI, comme je l'ai dit encore une fois de plus, on essaie d'augmenter notre portefeuille dans le secteur de l'immobilier parce que c'est vrai que c'est risqué, mais lorsque vous avez des bons partenaires, des bons opérateurs, ça permet de faciliter la situation. Alors, en plus de cela, il faut dire qu'une des difficultés historiquement, c'est la question des ressources. Je ne parle pas du côté des promoteurs, mais du côté parce que le promoteur en général, quand le promoteur est bon, c'est en général 24 mois, 3 ans, vous êtes déjà sorti du prêt. Mais du côté acquéreur, généralement, c'est des prêts sur du long, voire du très long terme, que les banques n'ont pas forcément. Et donc, lorsque tu commences à avoir un portefeuille sur 20 ans qui commence à être significatif dans ton bilan, la question du refinancement se pose. Peut-être que c'est là où des moyens, j'ai envie de dire, beaucoup plus innovants vont nous permettre de pouvoir répondre à cette problématique parce que il faut dire que le refinancement hypothécaire a jusque-là été un peu cher quand même pour les banques, donc c'est pas une solution vers laquelle les banques ont systématiquement recours. Les questions de titrisation éventuellement c'est des choses qui peuvent être vues si les coûts sont intéressants parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un marché de plus en plus concurrentiel où les taux sont tirés par le bas. Et je pense que même les promoteurs le sentent aujourd'hui sur le marché. Et donc il faut que tout ça soit fait avec des coûts relativement intéressants pour faire en sorte que les banques puissent prendre de plus en plus de risques là-dessus et puis de plus en plus de financement. Alors, il faut dire que, pour juste terminer là-dessus, un des éléments qui fait aussi que le volume d'activité dans le portefeuille des banques est relativement bas, c'est la durée de maturation d'un projet. Lorsque vous partez sur un projet industriel ou un projet, de financement des campagnes saisonnières, au bout de, même quand vous avez l'habitude de travailler avec le client, au bout de 3 semaines, la ligne est déjà mise en place et le client commence à tourner. Et lorsque moi j'ai des objectifs à atteindre, c'est plus facile pour moi d'aller sur ce genre de financement lorsque c'est bien balisé. Et l'immobilier, pour un projet, il faut peut-être 6 mois en moyenne. 6 mois en moyenne, peut-être même plus. Parce que entre le moment où le client dépose les papiers, vous avez le dossier à monter, il est ficelé, vous avez toutes les approbations, il faut prendre éventuellement l'hypothèque, etc. Tout ça fait que ça met du temps par rapport à un financement un peu plus classique. Donc ça fait que fatalement et mécaniquement, vous avez un peu moins de dossiers, j'ai envie de dire, enfin, un peu moins de financement par rapport aux autres industries dans le portefeuille des banques. Merci pour vos retours. Vous avez tous parlé de structuration des financements, de revue interne de vos process. Ce panel est destiné essentiellement, on va dire, aux promoteurs.
au financement des promoteurs. Aujourd'hui, quelle est votre approche de façon concrète en termes de structuration d'un prêt pour un promoteur immobilier qui viendrait vous voir en fait? Quels sont les différents aspects importants que vous regardez? Je prends un exemple, on parle de project finance ou de corporate. Est-ce qu'on parle juste sur l'opération financière uniquement, ou est-ce qu'on le regarde sur un prêt sur le bilan, par exemple, du promoteur? Quels sont les niveaux de garantie demandés? Au niveau du risque commercial que vous avez mentionné, quel est le niveau de commercialisation que vous attendez avant de pouvoir vous engager réellement? Et enfin, quel est le niveau de fonds propres que le promoteur devra mettre, ou du moins la couverture qu'il doit avoir sur le loan to value, donc la couverture qu'il doit avoir sur le coût final des maisons. Monsieur Fadiga. C'est pas beaucoup de questions en même temps. Il faudra peut-être me rappeler au fur et à mesure s'il y a des éléments auxquels je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas tout noté. Alors, c'est vrai que lorsqu'un promoteur vient nous voir, puisqu'on va parler de l'aspect particulier, puisque ce n'est pas forcément ça l'objet de la question, sur les particuliers, là-dessus, la question ne se pose pas vraiment. Je pense que ma collègue de Comment Cabion a déjà abordé ce point-là. Lorsqu'un promoteur vient nous voir, généralement, on regarde deux choses essentiellement. Bon, la troisième, ça, ce sont tous les documents administratifs, s'assurer qu'il y a le permis, il y a l'ACD, etc. Ça, ce sont des éléments plutôt classiques. Mais il y a deux choses que nous regardons essentiellement. Il y a le risque de construction, parce que le pire, ce serait de donner de l'argent à quelqu'un, et puis le projet n'aboutit pas. Pour une raison X ou Y, le constructeur fait défaut, il y a une défaillance d'un certain nombre d'acteurs sur le projet, etc. Donc il y a le risque de construction que nous regardons d'un côté, et de l'autre côté, il y a le risque de commercialisation que nous regardons également. Alors, en ce qui concerne le risque de construction, on va regarder l'ensemble des constructeurs qui sont parties prenantes au projet. Normalement, c'est des gens qui doivent avoir déjà un track record pour justement justifier de leur capacité à pouvoir implémenter le projet. Si vous avez un projet de R+9 que vous venez avec quelqu'un qui n'a jamais fait de construction, c'est un peu compliqué. Ou bien des gens qui ont fait que des villas basses, c'est un peu compliqué également, parce que ce n'est pas forcément les mêmes problématiques, etc. Donc il est important d'avoir des gens qui ont une certaine expérience pour nous rassurer en tout cas de ce point de vue. Et puis, il n'y a pas que le constructeur, il y a un certain nombre de prestataires et d'experts également qui doivent être dans le projet pour également nous donner de l'assurance, que ce soit en termes de suivi d'ouvrage, que ce soit en termes de sécurité, etc. Donc je pense que c'est des éléments qu'on regarde pour nous assurer que le schéma, d'un point de vue construction, tient la route. Nous, ce que nous faisons en plus, c'est que nous avons des experts, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos procédures, il y a des experts que nous avons agréés par nous, qui suivent également l'évolution du chantier, pour s'assurer que les décaissements que nous faisons vont bien là où on a dit qu'ils vont, et que le projet avance conformément à ce qui avait été convenu lors de la mise en place du financement. Donc voilà des éléments que nous regardons, des éléments que nous apportons comme complément éventuellement pour essayer de baliser le risque de construction. En ce qui concerne la commercialisation, alors là-dessus, il faut qu'on ait le plan de commercialisation, ou peut-être ça peut être un actif immobilier que vous construisez pour la location. Ça aussi c'est possible, mais il faut qu'on ait un certain nombre d'analyses qui nous permettent de dire que les revenus qui sont attendus sont conformes ou sont réalistes. Parce que si vous faites des appartements 2 pièces pour, je ne sais pas, je n'ai pas envie de donner notre quartier, et puis vous dites que vous allez louer l'appartement à 10 millions par mois, bon, manifestement il y a un problème. Donc nous on veut s'assurer que les prix qui sont annoncés sont relativement raisonnables, et puis la politique de commercialisation, de marketing est relativement raisonnable également. Donc ce sont des éléments que nous regardons, et le partenaire qui va commercialiser aussi sera important si c'est des projets relativement d'envergure relativement importante. Donc regardons l'ensemble de ces éléments pour nous assurer que le projet tient la route. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent nous voir, souvent les SCI n'ont pas forcément un niveau de capitalisation élevé. Et ça aussi c'est un sujet qui se pose. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont une SCI d'un capital de 1 million,
ils veulent 10 milliards par exemple pour financer leur projet. Bon, c'est vrai qu'un projet immobilier n'est pas forcément le même qu'un projet industriel autre, mais c'est souvent des éléments que nous regardons. Et là-dessus, il est toujours bon d'avoir un apport du promoteur qui aussi peut nous rassurer pour dire que chacun est engagé d'une certaine façon. Donc ça aboutit sur la question du loan to value. Là-dessus, nous, ce que nous demandons, c'est à peu près un ratio d'à peu près 90%, 80-90%. C'est-à-dire que la banque va venir à hauteur de 80% et le promoteur vient à hauteur de 20% pour éventuellement nous donner de l'assurance sur cela. Donc, en fonction du projet, on peut moduler, mais voilà un peu globalement des éléments que nous regardons pour nous assurer que aussi bien la banque que le promoteur soient engagés dans le projet. Oui, alors, en ce qui concerne les garanties, effectivement, une des garanties les plus classiques, c'est l'hypothèque. Donc, l'hypothèque qui est la toute première garantie que nous prenons sur ces sujets-là. Après, il y a un certain nombre de sujets pour baliser les risques. Nous prenons les assurances, tout risque chantier, etc., pour baliser un certain nombre de risques, etc. Mais l'hypothèque principale, la garantie principale, c'est vraiment l'hypothèque. Il arrive que pour un certain nombre de projets d'envergure, nous demandons un certain nombre de garanties autres. Il y a des promoteurs qui viennent systématiquement avec des garanties de portefeuille, avec d'autres sociétés de garantie qui existent, des sociétés panafricaines de garantie, FSA, le fonds de garantie africain, etc. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés? Vous financez plutôt le projet individuellement ou vous financez sur la base du bilan? Non. En fait, nous finançons sur la base du projet. En ce qui concerne l'immobilier, nous finançons sur la base du projet parce que, comme je l'ai dit encore une fois, il y a très peu d'acteurs, en tout cas ce que nous voyons, qui ont vraiment un bilan sur lequel on peut se baser pour dire que nous finançons sur la base du bilan. Nous essayons le plus possible de partir sur la base du projet pour l'analyse se fait sur la base du projet. Merci. Alors, en ce qui concerne donc la Banque de l'Habitat, relativement donc à la structuration du projet, il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'analyse. La première concerne donc le projet lui-même. C'est vrai que nous regardons le bilan, mais beaucoup plus le projet. Alors, relativement donc au projet, qui on finance? Quel projet on finance? Et comment le promoteur entend rembourser donc les fonds que nous allons lui accorder pour réaliser donc son projet? Ces questions nous amènent donc à travailler de concert avec le promoteur pour que nous puissions sortir un LTV, donc comme a dit le DG, le loan to value, qui en général doit être supérieur à 80%. Ensuite, nous regardons son projet de commercialisation. Est-ce qu'il y a des réservations fermes? Avec quel apport? En général, pour la sortie du projet, nous demandons un pourcentage de l'ordre de 30%. Ensuite, en ce qui concerne donc les fonds propres, on va dire l'apport initial du promoteur, on l'évalue autour de 25%. Et tous ces éléments nous permettent à la fin de donner une appréciation qui nous permet donc de mitiger donc le risque, notamment le risque de construction. Et comme nous l'avons dit dans notre présentation précédente, notre service technique va accompagner donc ce promoteur-là dans la planification des différents décaissements. Donc, de telle sorte que, à la fin du projet, tous ces éléments de risque sont maîtrisés.
sont maîtrisés. Et la Banque de l'Habitat, en tant que banque spécialisée, accompagne également le promoteur dans la commercialisation. De cette sorte que, en termes de maturité, sur une durée moyenne de 6 à 24 mois, le projet est livré et le remboursement commence à courir. En tant que Banque de l'Habitat, nous faisons également un accompagnement spécifique pour que le promoteur n'ait pas une pression financière, notamment en ce qui concerne les différés. On met en place un différé, parce que si c'est un financement, j'allais dire standard, bon, on donne le crédit, vous commencez à rembourser alors que la construction n'est pas achevée, l'actif n'est pas livré, n'est pas productif. Donc dans nos structurations, on en tient compte pour que le promoteur ait moins de pression et que le projet soit livré dans les meilleures conditions et commence à produire pour que le promoteur commence à remboursement selon ses échéances. Et nous l'accompagnons de bout en bout pour que le bien, l'actif livré, soit vraiment valorisé. Merci. Ok. Vu que j'ai une expérience principalement en structuration, beaucoup de mes idées vont tourner autour du montage du financement. Mais c'est vrai que ça va toucher aussi aux aspects réglementaires du secteur. Par exemple, on voit de plus en plus l'émergence de promoteurs qui s'organisent en fonds. Et là, on commence à avoir une discussion dans plusieurs pays sur comment accompagner le financement dans ce cadre-là. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que quand on parle de promotion immobilière, il y a les petits, les moyens et les gros projets. Tout ce qui est petit projet, plus votre projet est petit, plus généralement la structuration va se poser sur non seulement les actifs, les cash flows futurs, mais souvent aussi les cash flows que vous générez actuellement. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui fait différentes activités, il y avait un petit projet immobilier, là, on va essayer d'aller adosser le remboursement du prêt sur le maximum de cash flow possible et souvent pas juste du project finance. Plus le projet est gros, plus on peut se permettre d'avoir une structuration project finance et c'est là où les innovations commencent à venir. Donc, quand on parle de financement purement de projet, soit c'est un projet de moyenne envergure, donc vous construisez un ou deux immeubles d'appartements que vous mettez en vente ou en location, ou de très grosse envergure, vous construisez un portefeuille d'actifs immobiliers dans lequel il y aura des immeubles et souvent d'autres types d'actifs immobiliers. Et là, oui, vous pouvez avoir des SPV que l'on finance projet par projet, ou on peut aussi financer au niveau de la holding. Les deux sont possibles. Donc, c'est des structurations sur lesquelles on commence à œuvrer et qui peuvent être des idées aussi en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. De plus en plus, on a aussi des conversations avec des organismes qui aimeraient avoir des modes de financement un peu plus sculptés. Donc, un des enjeux qu'on a aujourd'hui dans la région UMOA et dans d'autres secteurs, c'est la longue maturité des prêts. Donc, comment financer un projet immobilier d'envergure sur 10, 15, 20 ans? Aujourd'hui, c'est compliqué en UMOA, mais on peut s'inspirer de d'autres marchés pour essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, beaucoup de banques commerciales vont vous dire qu'elles se limitent généralement à 7, dans le gros projet, 7-10 ans. C'est difficile d'aller au-delà. Donc, on a besoin non seulement de ressources longues, mais on a besoin aussi de faire souvent des partenariats avec des organismes multilatéraux pour pouvoir prêter sur des ténors beaucoup plus longs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire aussi dans d'autres marchés qui peuvent bénéficier au niveau de la Côte d'Ivoire. En termes de debt sculpting, on peut, et ça, je ne l'ai pas souvent vu en toute honnêteté, donc ça reste très innovant, mais on peut sculpter l'amortissement du prêt en fonction du taux de commercialisation du projet. C'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, d'un point de vue pratique commerciale, c'est pas très commun. Franchement, c'est pas très commun, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, au sein de l'équipe de structuration, j'aimerais qu'on commence à penser.
Et ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup aider les promoteurs et mettre moins de pression justement sur la bancabilité de votre projet. Si on adosse la magnitude du coût du financement par rapport au niveau de succès du projet qui est souvent progressif dans le temps. Au niveau des périodes de grâce aussi qui a été mentionné, il y a des changements que l'on pourrait faire qui aideraient beaucoup le secteur. Typiquement, la période de grâce doit être sur la durée de la construction, mais en pratique, beaucoup de banques commerciales rechignent à aller sur des périodes de grâce au-delà de 1 an, 2 ans. Donc, quand il y a des gros projets, on peut parler de périodes de grâce qui vont jusqu'à 3 ans facilement. Et donc là, ça demande aussi qu'on puisse s'adapter à cette offre-là. Et on est en train de travailler dessus. Donc, la dernière chose que je vais citer, c'est, je vais revenir sur les innovations qu'on peut faire au niveau des différentes stratégies de sortie, notamment le refinancement, ou on a mentionné tout à l'heure la titrisation, qui peut être aussi une option. J'ai vu une transaction récemment où la titrisation était une option de sortie pour le banquier, si vous voulez. Et c'est pas en UMOA, mais c'est assez rare, mais plus le marché des capitaux va se développer, plus c'est des choses auxquelles on pourra penser aussi. Parce qu'aujourd'hui, la seule porte de sortie pour les banquiers, c'est l'hypothèque, comme il a dit. C'est pas la seule, il y a d'autres sûretés garanties qu'on va rajouter, mais si on parle de pure project finance, généralement c'est l'actif qui est la seule porte de sortie du banquier. Or, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on essaye d'éviter de se retrouver avec des actifs immobiliers, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, avoir plus de portes de sortie pour le banquier, notamment sur les marchés de capitaux, réglementairement, si c'est faisable, ça va beaucoup nous aider à dynamiser le secteur aussi. Merci. Monsieur Fadiga, le représentant de l'Église tout à l'heure a mentionné le fonds de garantie du logement social. On sait également que le gouvernement a pris il n'y a pas très longtemps des mesures pour une taxe parafiscale sur les matériaux de construction pour favoriser le financement du secteur. Comment est-ce que ces différentes mesures, de façon concrète et pratique, en fait, vont modifier votre approche dans le financement du secteur et permettre donc de gonfler, on va dire, l'enveloppe? Alors, c'est une bonne question. Bon, on attend de voir. Non, mais en fait, là, plus sérieusement, je pense que ces fonds, étant donné que c'est des fonds qui vont servir essentiellement au financement surtout de logements, des logements sociaux, je pense que ça va permettre certainement d'aider les banques servir de garantie pour faciliter l'engagement des banques à l'accompagnement, à accompagner les opérateurs qui seront sur ce segment de clientèle. Je pense que c'est essentiellement cela. Maintenant, il faut dire que comme il s'agit potentiellement de sommes relativement importantes, ça devrait permettre de pouvoir faire quand même un saut qualitatif, même quantitatif, dans ce domaine-là. On espère que ça va être quelque chose qui va être implémenté assez rapidement pour voir un peu concrètement avec les autorités comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Mais je sais que les discussions avancent relativement bien. Maintenant, il faut dire que de façon dans l'immédiat, peut-être que ça va permettre, il y a certaines personnes qui disent, bon, avec l'augmentation des coûts, on va augmenter les prix de nos constructions, etc. Mais ça, même sans cela, il faut dire qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier flambe en Côte d'Ivoire parce qu'on est dans un marché essentiellement de demande aujourd'hui. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres pour faire face à cette demande. Donc, lorsque le paradigme va changer un peu et que l'offre et la demande vont s'équilibrer, c'est seulement à ce moment-là qu'il y aura une baisse, une baisse des prix des logements. Et je pense que cette mesure est une bonne mesure dans ce sens-là, parce que s'il y a beaucoup de logements qui sont offerts à la population, ça va permettre de pouvoir justement équilibrer l'offre et la demande. Et comme nous sommes dans un environnement, j'ai envie de dire, capitaliste, entre guillemets, libéral, donc forcément c'est le marché qui aura le dernier mot et qui va permettre d'équilibrer ce couple offre-demande.
Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On espère que les fonds seront conséquents pour permettre de justement procéder à cette bascule-là dans un avenir plus ou moins proche. La dernière question pour M. Yeo. Je vais rebondir sur l'un des points de M. Fadiga. On constate tous une bulle immobilière essentiellement à Abidjan et dans certains quartiers. Vous, en tant que banque qui financez ce secteur, comment est-ce que vous vous protégez contre l'éclatement de cette bulle qui va arriver de façon certaine, peut-être pas demain, mais je veux dire sur une horizon de 5 à 10 ans. Comment vous vous protégez comme ça, sachant que votre garantie essentielle sont des hypothèques? Vous financez des maisons à 100 qui peut-être vaudront 80 dans 5 à 10 ans. Donc comment est-ce que vous, en tant qu'institution spécialisée dans le domaine, vous vous protégez, vous anticipez là? Ok, merci. Alors, c'est une question à laquelle nous n'avons pas pensé jusqu'à présent, mais en tant que banque, on doit y tenir compte. Il faut dire que, à l'exemple des autres pays qui ont connu ce genre de situation, au niveau de la Banque de l'Habitat, nous pensons que l'offre étant aujourd'hui relativement réduite, c'est vrai que nous allons connaître une telle situation certainement dans les 5-10 prochaines années, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons donc à réduire donc, le déficit, donc l'écart entre l'offre et la demande, et les différents financements qui sont en cours de mobilisation devront nous permettre d'accompagner les différents promoteurs pour faire une production de masse. Et c'est parce que aujourd'hui, avec les coûts qui ont flambé, on puisse réellement les réduire. Et je pense également que la contribution des pouvoirs publics relativement donc à la réduction donc des coûts des logements permettra également de faire en sorte que l'acquéreur final puisse avoir un logement à un prix relativement réduit. Alors, sur les différentes situations qui sont envisagées dans votre question, bon, je pense que d'ici là, on trouvera une solution pour anticiper. Merci. Merci M. Yeo. Donc notre panel arrive à sa conclusion. Malheureusement, on ne pourra pas prendre de questions du public étant donné le timing. Nous remercions nos panélistes. On comprend donc qu'aujourd'hui que les banques ivoiriennes sont disposées, en tout cas celles représentées ici, sont disposées à accompagner le secteur de façon importante, mais en demandant quand même un minimum de structuration venant des promoteurs, avec donc un niveau de professionnalisme qui, comme a été mentionné avant moi par le représentant du ministre et par M. Carius, qui commence à se développer de plus en plus. Et donc, pour que les banques accompagnent le secteur, il faudra donc une meilleure approche des acteurs en termes de gestion du risque de construction, donc avec un bon track record, en termes de commercialisation, et également en termes effectivement de ressources financières qui, nous l'espérons, pourront être comblées par les différents mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement pour pouvoir effectivement booster et appuyer ces différents acteurs. Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut nous passer s'il vous plaît, ici. Voilà, ainsi prend fin le premier panel. Grand merci à M. Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI Côte d'Ivoire, à M. Kebenari Yeo, voilà, et à Mme Meina Goueta. Une photo de famille, s'il vous plaît, pour clore ce premier panel. Et nous appelons rapidement nos chasseurs d'images, nos photographes, pour cette photo de famille.